Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette nouvelle rencontre dans la bibliothèque 2, dans la bibliothèque de Patrick Bouchain ce soir. Donc je rappelle le principe de cette série initiée par le quotidien en ligne AOC avec la fondation Pernod Ricard. Il est très simple, il consiste à proposer à une personne de faire une liste des 10 livres qu'il ou elle emporterait sur une île déserte. Aujourd'hui, moi qui ai eu la chance de voir déjà la liste de Patrick Bouchain, je suis très heureux parce que on est face à une liste très différente de celle auxquelles nous avons affaire d'habitude. Et donc je suis très, très impatient d'entendre les raisons de ce choix. Patrick Bouchain, vous le savez, est architecte, urbaniste. Il s'est occupé de beaucoup de choses dans cette activité, à la fois d'aménagement, de construction, de scénographie, d'enseignement. C'est l'un des fondateurs de l'École nationale supérieure de création industrielle. Et puis, il s'est intéressé beaucoup aux lieux artistiques, et en particulier à des lieux que vous connaissez. Je commencerai par citer le lieu unique à Nantes parce que je suis nantais, mais la condition publique à Roubaix, la ferme du Buisson. Enfin, moi, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. J'en citerai juste un parce que c'est un des derniers pour l'instant. C'est ce lieu dans le stade Charletti. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, qui est la maison du Paris Université Club, le PUC, qui est ce grand club sportif de la capitale parisienne. Et dans ce stade qui a été refait dans les années 80, mais qui est un stade au départ des années 30, je crois. Non, même plus, ouais. Voilà, reconfiguré. Il y avait un restaurant, un bar, et Patrick Bouchain a aménagé là-bas un nouvel espace, un social club au PUC. C'est tout récent. C'était important pour nous dans cette liste qu'on construit comme une collection depuis le début et dans laquelle on a accueilli évidemment des écrivains, mais pas trop d'écrivains. Pour parler de livres, aussi des cinéastes, des metteurs en scène de théâtre, des artistes plasticiens, des philosophes, d'accueillir à un moment donné un architecte. Voilà, il nous manque encore des domaines. Pour l'instant, personne du monde de la musique n'est venu nous parler de livres, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Pour commencer, Patrick, peut-être de façon très très générale, et c'est une question que j'aime bien poser, pas toujours pour commencer, mais là j'ai envie de commencer avec celle-là. Est-ce que tu te souviens d'un livre dans l'enfance qui a été un livre qu'on pourrait qualifier de porte, en fait, de porte d'entrée dans le monde de la lecture? Mon rapport au livre est assez particulier puisqu'il y avait donc dans ma famille un savant qui n'a pas eu d'enfant et on a plus ou moins bradé sa bibliothèque et mon grand-père, puisque c'était le frère de mon grand-père, m'a donné ses livres de prix du lycée Henri IV. Et donc c'était des livres reliés, les livres de prix étaient très beau, quoi. C'était vraiment offrir un livre pour quelqu'un qui était un bon élève, c'est très important. Et il avait donc des Jules Verne et il avait des livres scientifiques, beaucoup de livres sur la géologie, l'éthologie, et il avait des livres sur classiques. Mettons, il avait des livres sur Choisy, qui était un historien de l'architecture. Et donc, j'avais à côté de mon lit, en fin de compte, une bibliothèque impénétrable, puisqu'elle était reliée, comme on dit, bleu marine. Et j'ai donc commencé peut-être par des livres de grands cataclysmes. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est le livre sur les volcans. Voilà, donc ce livre avait des images. Il y avait en même temps un chapitre sur les tremblements de terre, sur les grandes catastrophes naturelles. Je pense que c'est le premier livre qui m'a marqué, que j'ai gardé très longtemps et que j'ai offert un jour à un étudiant qui était surpris que je puisse lui dire ça. Il était tellement surpris que je lui ai offert ce livre. Donc je me suis séparé de ce livre. Offrir un livre, c'est quelque chose que tu fais souvent? Presque tout le temps, puisque je considère que quand on a lu un livre,
C'est pour ça que j'avais pas très envie de répondre à la question quel livre j'emmènerais, parce qu'il y en a très peu avec lesquels je partirais. Et en général, quand un livre qui est soit une nouvelle, soit un roman, soit peut-être même un livre technique, je l'offre instantanément à quelqu'un pour avoir un avis sur ce livre, comme un avis critique. C'est-à-dire que je ne pense pas pouvoir en parler avant de l'avoir lu, et j'ai besoin d'avoir un autre avis de quelqu'un qui l'aurait lu et avec lequel je pourrais échanger. Donc je me sépare de tous mes livres. Une fois lu? Une fois lu. Alors des fois, je le rachète, parce que ça peut arriver que ce livre, en fin de compte, après l'avoir donné, euh, me manque, mais il ne me manque pas tout de suite. Il me manque peut-être quelques années après, et donc ça m'arrive souvent de racheter, de me trouver des fois devant un livre épuisé, et d'être voilà, dans un état de frénésie totale pour le retrouver, soit de retrouver la personne à qui je l'ai donné, soit comme maintenant on peut plus facilement voilà, sur Amazon ou Abibook, trouver le livre. Et donc là, moi, ça me manque vraiment. Donc tant que je ne l'ai pas, ça va très mal. Et à peine je l'ai, on pourrait dire que ça me rassure. Et en fait, j'en ai la mémoire parfaite. Et donc, je suis presque prêt à le redonner instantanément. Et ça vaut pour tout type de livre. Tu parlais tout à l'heure de livres techniques, ça vaut pour des romans aussi bien que pour Oui. des livres techniques, pour des livres sur les volcans, Oui. Et après, j'ai fait une grande collection de livres d'enfants, parce que j'étais très intéressé par la façon dont on communiquait ou qu'est-ce qu'on racontait aux enfants. J'étais très intéressé par les contes, donc j'ai eu une grande période de contes, une grande période de livres d'images pour enfants. Et j'ai donc, à un moment donné, je me suis séparé de cette collection parce que je considérais qu'elle m'avait servi et qu'elle devait servir à d'autres. Donc, c'est comme si je constituais quelque chose et je m'en sépare pour éventuellement prolonger le travail que j'en ai fait. Au même titre qu'en architecture, quand on fait quelque chose, c'est pas pour l'habiter soi-même, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Donc, on est, nous, dans un métier où on doit penser à la personne qui va habiter et pourtant, on se démène pour bien le faire, mais c'est pas pour soi. Et après, on est content de l'abandonner pour que la personne s'en serve. Donc, j'ai jamais habité, j'ai jamais rien fait pour moi, par exemple. J'ai jamais construit quelque chose. Ça veut dire que tu n'as jamais eu non plus de bibliothèque à proprement parler, ou c'est des bibliothèques de passage, en quelque sorte, pour les livres? Alors, j'ai une bibliothèque de travail. Et donc, quand tu m'as demandé les 10 livres, cette bibliothèque de travail, elle est assez de petite taille et elle est thématique et elle est souvent d'images, puisque voilà, comme j'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai fait mes études, beaucoup d'étudiants voyageaient, beaucoup d'étudiants allaient dans des musées, enfin, moi je n'y allais pas, et donc j'ai en grande partie acquis les savoirs de mon métier par des revues. Donc j'étais un très grand lecteur de revues, et ensuite j'étais donc un grand lecteur de livres, de monographies d'architecture, et après j'ai été passionné par des livres de construction. Donc, ces livres-là, les revues, je les ai abandonnés. Les monographies, je les ai aussi en partie abandonnées. Mais j'ai gardé tous les livres, on pourrait dire, qui m'ont vraiment formé. Alors, un autre livre, à côté de celui dont je viens de parler sur les catastrophes naturelles, c'est un autre livre que, dans mon collège, un professeur jésuite m'a montré, qui était un livre sur Autun et les chapiteaux donc, sculptés à Autun. Et il m'a offert un livre que j'ai gardé sur le sculpteur qui s'appelle Gilles Levert, car pour la première fois, on a connu l'auteur des sculptures d'un bâtiment religieux. On pense toujours que c'est une sculpture qui est faite par des artisans et autres, et personne ne fait attention à la qualité de la sculpture. Et à Autun, voilà, les chapiteaux sont très particuliers, et Gilles Levert est un très grand sculpteur. Après, il y a eu une exposition au Palais de Chaillot, auquel ce professeur m'a emmené. Donc j'ai le catalogue de l'exposition et ce livre. Et donc, dans la liste que tu m'as demandé, il y avait ce livre sur le Moyen-Âge. Oui, je dirais, ça y est, on a commencé. C'est le premier titre cité, ce livre sur le Moyen-Âge. Donc, si j'ai bien compris, c'est un livre, ça remonte au collège, en fait. Oui.
Oui, je devais avoir 14 ans. Et donc, j'ai eu un tel choc. Un professeur d'histoire, Non, du coup, non? c'était un professeur on avait à l'époque, dans les collèges religieux, des professeurs qui étaient multicartes, comme on dit. Donc, j'avais un professeur d'histoire et de géographie, et en même temps, il était notre professeur de mathématiques. Donc, c'était un personnage très éclairé et qui nous a sensibilisés sur la construction, sur les techniques de construction, et qui nous a donc montré Autun. Ensuite, on est allé à l'exposition donc au musée des Monuments Français à Chaillot, et après, j'ai demandé donc à mon père de m'emmener à Autun. Et donc, je suis allé à Autun avec lui en voiture. Et voilà, c'est comme quand on découvre quelque chose qui n'a que deux dimensions et qu'on découvre l'œuvre en situation, quoi. Et je pense avoir eu cette correspondance entre ce que l'on apprend, ce que l'on comprend et ce qui, en fin de compte, nous transforme, quoi. Et donc, je veux dire que une grande base de mon métier vient de la lecture de cet ouvrage. Donc, j'avais 14 ans. Et je me suis passionné pour l'art roman. Et donc ça, c'est un livre que tu n'as jamais offert, que tu as gardé, Non, non. forcément. Oui. Il est relié toile et il est fait par un éminent historien. Il est mal mis en page, les photos sont mal faites. Mais comme j'ai donné un autre livre d'un historien peu habituel, j'avais hésité entre Le Roi Gourand, quand tu m'as demandé les livres, parce que j'ai été formé par tous les livres de Le Roi Gourand, mais là, c'est un historien qui a travaillé que sur la forme des choses, qui n'a pas travaillé sur la chronologie, ce qui est assez rare, et qui, en faisant des relevés de sculptures romanes, il a donc reclassé la symbolique romane. Ce qui fait que jamais on ne fait comme ça. On classe toujours par auteur ou par chronologie. Et là, il a classé par forme. Et comme, bon, moi je suis quand même sensible à la forme, ce livre d'images, le premier qui est un livre d'art, on pourrait dire Autun Gislebert, le livre de Balthusaitis, il est au contraire un livre presque on ne pourrait pas dire d'analphabète, mais de quelqu'un qui dit en fin de compte, je ne veux rien savoir à l'histoire, je regarde mieux ce que j'ai devant moi, je le dessine, comme d'ailleurs on peut des fois mal le dessiner quand on est un historien, mais on le dessine sans artifice, on le dessine euh, en analysant la forme dans sa forme essentielle, et seulement quand on a dessiné, on voit s'il y a des généralités. Et on voit s'il y a ce qu'on pourrait appeler des invariants. Voilà. Et comme moi, je suis très sensible aux invariants, j'ai découvert dans ce travail qu'en effet, il y avait des choses, des formes, des assemblages, des personnages, des mythes, des contes invariants. Donc c'est comme ça d'ailleurs que je me suis intéressé aux livres d'enfants, ainsi de suite après. C'est comment on raconte l'histoire pour que quelqu'un qui n'a pas de connaissances puisse entendre une histoire qui rattache au passé, sans dire c'est le passé, mais on raconte un mythe, et dans le mythe, il y a la possibilité de comprendre l'histoire. Donc voilà, donc toute la bibliothèque que je t'ai donnée couvre ce champ. Ce livre s'appelle Formation, déformation. Oui. C'est ça. Et l'auteur, donc, Balthus Raitis. c'est un livre introuvable aujourd'hui. Il a été réédité chez Fayard, mais en effet, l'édition originale est introuvable. Et alors, je l'ai, mais j'ai acheté la réédition parce qu'entre-temps, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que un livre peut être corrigé par son auteur au moment de la réédition parce que lui-même a évolué dans sa réflexion, mais il peut aussi corriger parce que quelqu'un, après à peine ayant publié ce livre, des gens ont commencé à critiquer sa méthode. Donc, il s'est enrichi des autres et il a voulu leur répondre. Donc, la réédition, c'est très intéressant de lire un livre avec 20 ans ou 25 ans de différence. La réédition est une réédition corrigée par lui et réadaptée à la situation. Parce qu'aucun livre historique, en fait, compte, n'est définitivement juste. Puisque tu étais lundi pour Annette Vivorca, voilà, c'est juste à un moment donné, c'est une interprétation avec des faits, mais comme d'autres faits arrivent, il y a donc une modification de la lecture historique, d'où l'intérêt d'un travail de recherche permanent.
Alors, ça faisait déjà deux titres qu'on a évoqués, alors qu'en fait, on s'était dit mais qu'on allait commencer par ce livre-là, celui qui est sur la table, Ouais. qui est un livre que vous connaissez toutes et tous, euh, le Code civil. Pourquoi, Justement, pourquoi le Code civil? non, que vous connaissez toutes et tous, personne ne connaît justement. Tout le monde sait Tout qu'il le monde est. connaît la couverture. Voilà, J'ai tout le monde sait qu'il existe. Tout le monde sait il existe depuis 1804. Hein, et tout le monde sait qu'il régit en partie notre vie et que voilà, on pourrait dire que c'est une Bible républicaine. Je fais exprès des fois. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que ce livre avait une importance parce que je me suis très tôt attaché à la dénomination des choses. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu une période un peu comme ça linguiste pour savoir comment les choses étaient nommées. Et je me suis rendu compte que, en fonction de comment elles étaient nommées, elles appartenaient à des familles. Donc, il suffisait de changer la dénomination pour ne plus avoir de famille, d'être abandonné. Et comme en architecture, tout relève d'un règlement ou d'un droit et tout est codifié, il suffit des fois de changer pour que d'un seul coup, il n'y ait plus de quoi la juger comme on la juge. Alors, c'est au travers de ça, et un jour, j'ai lu une jurisprudence euh, qu'un autre professeur qui m'a marqué, un professeur d'histoire, qui était un spécialiste du 18e siècle, du 17e siècle, pardon, spécialiste de Jules Ardouin-Mansart, et qui m'a raconté une jurisprudence à laquelle je ne croyais pas. Alors, dans le droit, bon, il y a les biens, il y a les hommes et les choses. Et puis après, dans les choses, il y a les choses principales et les choses secondaires. Donc, comme vous savez, principal, c'est plus important que secondaire. Voilà. Et il y a une jurisprudence qui dit que quand deux matériaux se sont assemblés et que l'un est principal, par exemple le mur, et un autre, un papier peint ou une peinture sur le mur, la chose principale emporte la propriété sur la chose secondaire. Et comme moi je voulais faire un travail sur le logement social et de dire que habiter un logement, c'était enrichir le logement et non pas l'appauvrir en l'usant, mais la valeur d'usage et l'usure du bâtiment, ce qu'on pourrait dire un usufruit, donne une valeur au logement. Et comme voilà, on démolit du logement social depuis déjà très longtemps, ou qu'on oblige un habitant d'un logement social de remettre dans l'état d'origine le logement qu'on lui a attribué, on a retiré à l'architecture par cette simple réglementation toute la richesse qui fait que l'architecture n'est constituée que par de couches successives de gens qui ont laissé des traces. Le temps, mais y compris les habitants. Et donc, un jour, ce professeur m'avait raconté une histoire à laquelle je ne croyais pas, et il l'avait sûrement embellie, et j'ai essayé de la retrouver donc dans le Code civil. Alors, elle est très complexe, mais alors je vais vous la raconter parce que elle est assez rare. Alors, je vais raconter donc deux histoires. Je vais raconter la première que vous avez sûrement vous-même vécue. Vous rentrez dans un logement. Le logement n'est pas tout à fait privé. Malheureusement, on ne gère pas le logement social comme ça. Ce logement est en mauvais état, mais il vous convient dans sa disposition. La lumière, la disposition et tout, mais voilà, il n'est pas tout à fait en bon état. Et donc, vous négociez avec le propriétaire le fait que vous allez faire un peu de travaux pour le mettre en état d'habitabilité et vous négociez éventuellement un loyer ou deux loyers. Tout le monde a fait ça en disant, ben voilà, je ne paye pas les 2 premiers mois, mais je repeindrai l'appartement et tout. Et donc, il y a une jurisprudence assez incroyable, c'est, imaginons, il n'y a pas de chauffage dans le logement, et vous décidez donc en disant, ben voilà, moi, je le prendrai, mais quand même, il faudrait qu'il y ait un chauffage. Et le propriétaire dit, oui, d'accord, mais enfin, bon, il y a une cheminée. Il dit, ben, moi, j'aimerais avoir un chauffage. Et si je l'installe, est-ce que vous me retiriez quelques mois? Et le propriétaire dit oui. Donc, il y a deux cas. Il y en a un, et ben, vous dites, tiens, je vais acheter quelques radiateurs électriques et avec un câble électrique, je pose avec 4 vis et je mets un câble électrique et je me raccorde au tableau.
Et puis un autre cas, en fin de compte, vous avez un copain plombier qui vous dit, mais non, c'est mieux de faire un chauffage, voilà, c'est plus économique et tout. Et il met un tuyau, un radiateur, il accroche le radiateur, il met un tuyau, et puis le tuyau, et puis il met une petite chaudière au gaz. Vous partez, vous rompez le contrat, et vous dites, en fait, non, je pars plus tôt. Est-ce que, voilà, j'ai pas, en partant plus tôt, j'ai pas vraiment été remboursé de l'investissement que j'ai fait. Est-ce que vous me donnez, on pourrait dire ce qu'on appellerait un pécule, voilà, vous me payez de ce qui n'est pas encore amorti. Et le propriétaire dit non, moi je ne veux pas en entendre parler, vous êtes furieux, et vous dites ben, dans ces conditions, j'emmène ce que j'ai installé. Vous emmenez les radiateurs électriques et les câbles, il y a une jurisprudence qui dit qu'ils sont à vous, parce que les radiateurs électriques sont considérés comme du mobilier, bien qu'ils soient fixés au mur, raccordés avec un câble qui prend une énergie qui va au tableau, qui va à une centrale nucléaire. Et de l'autre côté, vous emmenez les radiateurs, hein, et là vous perdez, il y a une jurisprudence qui dit non, les radiateurs étaient immobiliers, ils appartenaient à l'immobile. Vous vous rendez compte, c'est deux radiateurs, deux alimentations, et simplement c'est le mode de scellement qui fait que l'un est immobilier et l'autre immobilier. Donc j'ai commencé à me dire, mais alors là, je vais tout retourner, est-ce que la cuisine achetée chez Ikea avec le lavabo, le l'évier, est-ce qu'elle est considérée comme appartenant au mobilier ou est-ce que l'évier raccordé à l'eau est considéré comme immobilier? Donc, vous pouvez imaginer, vous mettez tout par terre en faisant ça. Et donc, j'ai essayé de retrouver qu'est-ce qu'il y avait dans le code. Alors, le code est très important parce qu'il dit à un moment donné, c'est la valeur, quand on dit, il n'y a pas que mobile et immobile, il y a la valeur apportée par la chose. Est-ce que la chose secondaire a une valeur supérieure à la chose principale? Alors là, je suis rentré, je me suis dit, j'ai ma vie qui s'ouvre devant moi. Et donc, il y a une jurisprudence magnifique qui est que quand Picasso habitait son atelier des Grands Augustins, on le voit d'ailleurs toujours en photo, il faisait très froid, il est toujours avec son manteau, et il dessinait Guernica, hein, puisque voilà, il avait décidé qu'il ferait une œuvre sur. Il dessinait en noir et blanc, parce qu'il décidait que c'était pas possible d'utiliser la couleur, et il ne cessait de faire des esquisses sur Guernica. Donc il dessinait sur du papier, sur la toile, il corrigeait la toile. On voit d'ailleurs toutes les esquisses quand on voit M. Picasso, et Fusain, il gomme, il change et tout. Et il a dessiné sur le mur, à un moment donné, comme ça, d'une pulsion, il a dessiné une correction de la composition de Guernica sur le mur. Quand Kahnweiler est venu déménager l'atelier, bon, Picasso était très méfiant de ses galéristes, mais en même temps, il savait que grâce à eux, il y avait l'inventaire du travail qu'il faisait. Donc, il laisse Kahnweiler faire l'inventaire de tout ce qu'on emmène, y compris presque la gomme, le crayon, le machin, ainsi de suite. Et l'atelier est complètement vide. Et il dit, et ça, et le propriétaire dit, ça c'est à moi. Et donc il y a un procès avec une jurisprudence qui dit non, la chose secondaire a une valeur supérieure à la chose principale. Je prends un bout du mur pour moi. Voilà. Donc il y a, quand on commence à lire le code civil comme ça, il y a à un moment donné des jurisprudences qui sont ce que l'on appelle des cas. Les cas, en fin de compte, c'est la vie. Et on s'aperçoit que le droit est nourri de cas et que chaque cas éventuellement corrige la loi, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, et la loi, donc elle est comme pour l'histoire, emmenée, soit elle est abrogée, mais si elle est maintenue, elle est humanisée ou elle est, disons, adaptée à la situation dans laquelle la loi est confrontée à un acte et à un cas. Quand j'ai reçu ta liste, j'étais surpris de ne pas trouver d'histoire au sens d'histoire que la littérature raconte, de l'histoire avec un grand H, oui, mais je comprends mieux puisqu'en fait des histoires, on vient de l'entendre, il y en a dans le code civil en fait. C'est une mine d'histoires de ce type. En tous les cas, la jurisprudence qui est rendue possible par la nécessaire interprétation et adaptation de ces règles à des situations particulières en fait. Et surtout, il y a l'introduction au code civil qui est magnifique, qui dit à partir d'aujourd'hui, les us et coutumes,
les lois religieuses et les lois royales sont remplacées par ce code civil qui réunit tout. Donc, ce n'est pas un code qui fait la table rase de l'avant, c'est un code qui intègre d'une manière contemporaine l'avant. Et donc, c'est pour ça que c'est très beau dans la jurisprudence, parce qu'elle continue à être non technique. La jurisprudence, enfin, elle est technique au moment où elle est jugée, mais le cas tel qu'il est décrit voilà, redevient presque une lecture du monde dans lequel on vit. Et donc, il y a des choses qui restent, et comme le Code civil a entraîné d'autres codes, comme le Code de la construction, le Code de l'urbanisme, le Code rural et forestier, et que la France était rurale et forestière, on pourrait dire encore à ce moment-là, qu'elle dominait au niveau des rapports au territoire, j'ai donc eu à ce moment-là, j'ai dévoré les codes, et j'ai dévoré donc le Code rural et forestier qui prépare au Code de l'urbanisme, au Code de la construction, et j'ai même dévoré assez tardivement le Code de l'éducation, puisque le Code de l'éducation, il avait été fait par spécialité, et c'est Lionel Jospin, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui avait trouvé que c'était trop disparate entre les écoles l'enseignement professionnel, dans l'enseignement professionnel, les lycées agricoles, ou le primaire, entre le primaire et le secondaire et le lycée, et ainsi de suite. Il avait trouvé que c'était trop disparate, donc il avait demandé qu'on ait un code unique pour le code de l'éducation. Bien sûr, ça a été trop compliqué, donc on a en fin de compte un code qui est très important, qui a 1600 pages, et qui a donc des chapitres qui renvoient à des familles, mais il y a une introduction au code que moi je n'aurais jamais lu, et donc l'introduction au code renvoie à une plaidoirie de Condorcet à l'Assemblée, au moment où il y a eu un grand débat sur quel type d'enseignement, après la Révolution, voilà, on allait mettre en place. Et donc, il y a eu la tentative de faire un enfant républicain détaché de ses parents, futur révolutionnaire, et ainsi de suite. Et Condorcet donc, a été un des rares à dire, mais de toute façon, il faudra aller très vite, parce qu'il y aura une contre-révolution à toute révolution. Et donc, ce n'est pas en remettant un système aussi structuré que le système d'avant, mais il faut un système souple, et ce système souple s'appuiera essentiellement, en fin de compte, sur l'enseignant, qu'on appelait un pasteur, enfin, un colporteur du savoir. Et il invente, dans l'intro, c'est formidable, il dit, en fin de compte, il faudra faire une école communale, une école donc rurale, une école dont on ne devra pas marcher plus de entre 20 et une demi-heure à pied pour un enfant. Donc, il fait en fin de compte la cartographie des lieux. Et comme on n'aura pas le temps de construire et que les paroisses voilà, ne donneront pas tout, tous les biens seront faits, on demandera donc aux agriculteurs de mettre à disposition un local permettant d'enseigner. Et on n'aura donc que 3 personnages, un qui enseignera la lecture, un le calcul, et un inspecteur, qui met en place le corps d'inspecteur, qui vérifiera que les conditions sont bien réunis. Mais quand vous lisez ça, c'est l'école qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est une école sans lieu, c'est une école en totale diversité, c'est une école locale, comme on dit, et ensuite c'est une école qui est reliée aux saisons. C'est une école qui est déjà une école agroécologique, puisqu'il est dit même que les enfants aidant leurs parents pourront, en période donc, voilà, de travail agricole, être voilà, dispensés, on pourrait dire, là-dessus. Et donc c'est une introduction absolument magnifique. D'ailleurs, je m'attendais dans ta liste à voir des livres sur l'éducation, parce que je sais, on a eu cette discussion déjà, enfin, je sais pas, le livre de Célestin Freinet, par exemple, ou d'autres. Je disais tout à l'heure que tu avais été à l'origine de la création d'une école, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle, mais en fait, pas seulement d'une autre, puisque là, on vient de l'entendre entre les lignes, une école à Arles aussi, qui répond un petit peu à la description que tu viens de faire. Ben, voilà, quand j'ai fait cette école donc primaire agroécologique à Arles, je suis allé donc avec le code de l'éducation pour défendre mon dossier devant le préfet, puisque pour ouvrir une école, d'abord c'est formidable, toute personne peut ouvrir une école. Condorcet l'avait dit, toute personne qui pense dispenser un savoir d'intérêt général peut ouvrir une école.
Mais bon, en effet, il faut après, voilà, il y a d'autres disciplines, mais quand même, la première chose, c'est la liberté. Et ensuite, comme il y avait cette école sans lieu, on pourrait dire, et que je voulais réfléchir sur un bâtiment autre qu'un bâtiment scolaire traditionnel, qu'avec Jean-Paul Capitani, on voulait faire une école agroécologique, parce qu'il pense que voilà, les enfants ne sont pas formés pour pouvoir aborder le monde dans lequel ils vont entrer, donc une école primaire traitant de l'agriculture, d'une autre agriculture. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, et que j'ai demandé l'autorisation au maire d'Arles d'ouvrir une école, il m'a dit, mais où l'ouvres-tu? Et comme je le connaissais, je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Et il m'a dit, mais si, ça me regarde, parce que je dis, non, c'est pas il faut l'ouverture d'une école, mais te dire où ça ne te regarde pas. Et comme je voulais ouvrir une école rattachée, parce que l'idée c'était de faire une école rattachée à une maison d'édition et de considérer que la maison d'édition possède déjà le savoir et que éventuellement, comment un auteur peut dispenser le savoir. Ah, donc je dis, bah, je mettrai l'école sur le trottoir devant la maison d'édition, sur le Méjean. Qui est Actes Sud. Et Actes Sud, pardon. Et comme cet endroit-là, c'est un parking public qui est terrible parce que tout le monde se gare là et qu'on ne peut jamais aller chez Actes Sud, j'avais dit, bah, en plus, si je mets l'école dans l'entreprise, il faudra donc libérer la place pour que les véhicules de secours puissent accéder, parce que c'est une des conditions de l'école. Et donc, peut-être que je mettrais un autocar, un peu comme mes enfants regardaient un feuilleton qui s'appelait Magic Bus, et en fin de compte, il y aura un bus devant, et le matin, on ne sait pas où on va. Le matin, on décide, tiens, aujourd'hui, on va étudier, je ne sais pas quoi, le Rhône, ou on va voir comment se tient un conseil municipal, ou comment on restaure un monument historique et tout. Mais il dit, ça n'existe pas. Alors bon, à la fin, puis on insistait tellement, il dit, bon, écoutez, faites ce que vous voulez. Et alors, donc après, on est allé donc, chez le préfet, parce qu'il y a un contrôle de légalité hein, du préfet après l'élection municipale. Bon, le préfet était un peu rigolé un peu comme ça, quoi. Et donc, je lui ai lu d'abord un très beau livre sur Condorcet d'Elisabeth Banater et de Robert Banater, où il y a sa plaidoirie sur l'école. Et après, j'ai vu ça. Il m'a dit, écoutez, je n'étais pas au courant, je vous laisse faire. Donc, on a fait l'école sans lieu. On l'a appelée sans enseigne et sans lieu. Et pour raccorder à la question que tu me poses, j'ai en effet, j'aurais pu y penser, mais j'ai très peu de livres sur Célestin Freinet, parce qu'il y en a peu, mais bon, il y en a quand même deux très importants. Euh, Il y en a un bientôt qui va arriver de Lance de Coq. oui, mais il y en a eu, c'est trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, pardon. Mais c'est dommage que ce soit si tard. Et j'avais gardé, parce qu'il y a eu énormément de pertes de toutes les expériences de Célestin Freinet, puisque c'était des toutes petites unités, chaque école était indépendante et tout. Et j'ai fait une collection des cahiers. Parce que, comme vous le Les savez, BT. hein, Les BT. oui, voilà. Oui, t'es un Ouais. enfant de Célestin Freinet? Bah oui, moi j'ai Ah bon. grandi avec ça. Alors, ah bah tu vois, ça sert à ça donc de nous rencontrer là. Et donc dans ces cahiers, j'en ai un très très beau, enfin j'ai une collection très belle d'enfants qui sont au bord de la mer et d'enfants qui sont en pleine terre. Et donc tout le travail, c'est de décrire l'endroit où est l'école et d'envoyer cela à l'autre école qui, elle, écrit ce que c'est qu'un territoire de pleine terre. Et donc, c'est comme presque un livre d'Élisée Reclus sur la géographie, quoi. C'est une sorte de description par des enfants d'un environnement avec des dessins qui vaut tous les manuels scolaires. Et donc, en effet, mon école s'est appuyée sur, on pourrait dire, Condorcet, le code de l'éducation et sur Célestin Freinet. Il y a un mot qui est revenu déjà plusieurs fois. Il est revenu à propos de formation, déformation. Quand tu parlais de dessins faits par des historiens, qui étaient des dessins très, très simples. Et ce même mot de dessin, il est revenu aussi avec Picasso sur Guernica. Je pense que cette pratique du dessin est quelque chose de très important pour toi. Tu l'as enseigné, le dessin. Et parmi la liste des livres, il y a un livre de dessin, qui est un livre de Steinberg. Oui, oui, oui. Pourquoi ce livre-là et de quoi s'agit-il? Parce que, en effet, toi, bon, j'avais pas pensé, mais d'abord parce que si je devais partir sur une île déserte, je prendrais presque un livre infini.
Parce qu'un livre que l'on lit, on peut le relire. Il y en a certains comme ça que j'ai relus. Mais un livre d'œuvre ou un livre de dessin, on peut penser que même, voyez, un tableau de Georges de la Tour, on peut partir qu'avec une seule image, par exemple le nouveau-né, et se satisfaire d'avoir que ça. On pourrait partir avec un dessin d'un chapiteau voilà, roman qui est bien supérieur à un chapiteau corinthien, qui est un chapiteau classique de décoration, où il y a une feuille d'acompte qui n'a aucun intérêt. Et donc, dans le dessin, il y a tous les types de dessins. En effet, ce n'est pas une glorification du dessin d'art brut, mais on peut penser que quelqu'un qui ne sait pas écrire, ou éventuellement, avant l'alphabétisation, il y a le dessin. Et dans le dessin, voilà, des temps les plus éloignés, peut-être que la seule chose qui nous reste, quelquefois, c'est un ossement et un dessin, avant l'écrit. Et donc, je pense que moi, voilà, je mets le dessin avant l'écrit. Donc, c'était la raison pour laquelle. Et après, j'ai cherché les dessins qui sont soit à peu près les mêmes, soit le dessin d'un historien, soit le dessin éventuellement d'un schéma de quelqu'un qui expliquerait quelque chose schématiquement, et c'est un dessin, soit le dessin qui est une merveille, comme La Tour, soit le dessin comme Fernand Léger, qui en effet essaye de comprendre au travers de l'art africain, ou à l'époque on disait l'art nègre, de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'invariant dans la forme. Et j'ai mis un livre de Steinberg qui est en fin de compte un livre absolument très espiègle de quelqu'un qui est comme un caricaturiste. J'aurais pu mettre Chaval, mais je voulais quelqu'un qui, en même temps, a été très proche d'architectes. Voilà, il était ami de toute l'école qui avait quitté l'Autriche pour aller aux États-Unis, tous les immigrés juifs, autrichiens, allemands et autres. Et il a dessiné aussi bien des portraits que des caricatures du monde dans lequel on vivait, comme presque des calligraphies. C'est presque un dessinateur calligraphique. En fait, Ça aurait pu être, en entendant ça et en pensant à Vienne, ça aurait pu être Neurath aussi, alors. oui, tout à fait. Mais style très différent, mais oui, mais quand tu m'as posé cette question, je me suis mis devant ma bibliothèque de tous les jours. J'ai fait un tas, un deuxième tas, un troisième tas, et j'ai demandé aux gens avec qui j'y vais quel est le tas qui me ressemble le plus. Et donc, c'est eux qui ont choisi le tas. Donc, tu aurais pu avoir autre chose. Mais pour revenir sur un dessin qui est très important pour moi, c'est le tableau de Georges de la Tour qui s'appelle Le Nouveau-né. on arrive à. C'est un autre livre. Il y a un livre Oui, sur, c'est un autre livre. il y a un livre sur Georges de la Tour. Oui. Enfin, oui, sur. Oui, ou sur une œuvre peut-être. C'est comme quoi, ouais, c'était par rapport à la question que tu m'avais posée, c'est quel livre emmener pour réfléchir longtemps et peut-être même ne jamais voir la même chose. Dans une peinture, j'avais pensé à Poussin, par exemple. Chez Poussin, à un moment donné, il y a une telle richesse documentée sur le plan historique, sur le plan mythologique et autres, que tu peux revoir un tableau de Poussin et à chaque fois me dire, mais je n'avais pas vu. C'est comme une pièce de théâtre qui est rejouée. Je n'avais pas compris. Soit parce qu'il y a eu un événement contemporain qui t'a permis de comprendre que dans le mythe, il y a ce que tu as vécu. Et donc, chez Georges de la Tour, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène de théâtre, beaucoup de metteurs en scène de théâtre considèrent que c'est la première fois où la lumière artificielle, on pourrait dire, est traitée dans un tableau, quoi. D'ailleurs, pendant longtemps, on a fait des erreurs. On a pensé que c'était un peintre hollandais. On a pensé qu'il appartenait à l'école du Nord. Un peintre lorrain. Et il avait disparu. Il n'était pas considéré comme un peintre important. Il y a des tableaux qui ont réapparu très tardivement et tout. Et j'ai travaillé avec un très grand metteur en scène italien, qui s'appelle Giorgio Streller. Et quand Giorgio venait à Paris, à l'époque j'étais jeune, il me disait tout le temps, je veux que tu m'emmènes à Rennes. Parce qu'à Rennes, il y a le tableau du nouveau-né. Et je dis, mais quand même, ça fait 3 fois déjà qu'on va le voir, le tableau. Il me dit oui, mais j'ai besoin de me ressourcer par la lumière de Georges de la Tour. Et donc, si vous regardez ce tableau, hein, c'est une femme qui a un enfant et une mère
qui regarde ce nouveau-né, et non seulement de la bougie, avec sa main, elle fait en sorte que la lumière de la bougie n'éblouisse pas l'enfant et ne lui abîme pas la vue, voilà. Mais en faisant ça, elle fait comme un quinquet au théâtre, elle éclaire sa fille. Sa main fait une sorte voilà, de miroir qui éclaire la fille. Et comme la main est en peau, enfin elle est rose, la fille a donc un teint absolument magnifique. Et donc Giorgio ne pouvait pas venir en France sans aller à Rennes, puisque ce tableau est à Rennes, et on faisait l'aller-retour dans la journée. Et donc, quand tu m'as posé cette question, je me dis, tiens, je pensais à Giorgio et au fait que lui, pour son travail, et si vous voyez les œuvres de Giorgio, que ce soit Noces de Figaro ou tout ce qu'il a fait, quoi, vous regarderez l'éclairage, en fait, compte, Georges de la Tour est dans l'œuvre de Giorgio. Il y a un autre titre qui est déjà apparu subrepticement aussi, c'est L'Art Nègre et Fernand Léger et L'Art Nègre. Un livre qui est sur cette liste également. Alors, c'est parce qu'on considère que l'art nègre, c'est pas de l'art. On dit, en fin de compte, c'est un art initiatique, tribal, il n'appartient pas à l'art. Hein, il n'appartient pas à l'art. Nous, alors à ce moment-là, on peut retirer tout ce qu'on a dans nos églises. Hein. C'est quand même un art, principalement un art religieux. Quand même. Et j'ai eu un premier choc par les 2 livres que je t'ai donnés, puis j'ai eu un deuxième choc, justement, par un livre sur l'Afrique, et peut-être un film sur l'Afrique, donc de Jean Rouch. Voilà, donc j'ai vu Les Maîtres Fous de Jean Rouch, et c'est comme si j'avais eu un retournement de l'histoire qu'on m'avait appris sur l'Afrique. Voilà, donc sur l'art, sur l'économie, sur la société et tout. Et comme je suis allé une fois en Afrique, j'ai eu un deuxième choc par la température, le parfum, les hommes et tout. Je me suis fait des amis là-bas. C'est d'ailleurs ce voyage qui m'a permis de comprendre Fernand Léger. Parce que j'avais toujours eu une attirance pour Fernand Léger, mais je l'avais en fait compte mis à un niveau très inférieur, l'œuvre de Fernand Léger. Et donc la lecture d'ailleurs de Fernand Léger, on comprend que l'école de Paris, à ce moment-là, de tous les peintres qui découvrent l'art nègre, en fin de compte, elle influence autant Brancusi, qui vient de Roumanie, mais qui vient à Paris, qui vient avec son savoir roumain, mais qui découvre voilà, les discussions qu'il y a autour de l'art nègre. Ça influe autant sur Fernand Léger, mais sur Picasso, qui d'un seul coup, lui aussi, voilà, on pourrait dire même sur Chagall. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a un moment donné, l'art nègre a replacé l'art de l'école de Paris avec une autre vision. On n'a pas remis d'ailleurs encore l'art nègre à sa place, et les artistes, parce qu'ils sont, on retrouve les sculpteurs de masques qui sont comme ce que Brancusi fait. C'est comme Autain. Oui, c'est comme Autain. Et c'est comme Brancusi. Brancusi, il a fait 19 oiseaux. Et en fait, compte, le temps qu'il mettait à polir l'oiseau, c'était, comme il disait, pour trouver l'essence de l'envol. Tu te rends compte, c'est 19 ans pour trouver l'essence de l'envol. Et donc, on devrait avoir un regard sur tous les objets africains et l'importance que ça a eu. Et pour moi, ça ressemble à Autain, ça ressemble à Brancusi, ça ressemble à Fernand Léger, et ça me donne envie de vivre. Voilà, tout, ça me donne envie. Et ça ressemble au droit. Brancusi aussi est sur la liste. C'est un livre sur Brancusi ou c'est des écrits de Brancusi? Non, c'est un livre de 3 personnes, Ouais. dont un historien roumain et un historien français. Et donc, ce sont les lectures, ce sont des écrits qui démontrent que ça n'est pas un art folklorique, ça n'est pas un art par mimétisme, c'est un art presque d'intériorisation qui permet de comprendre ce qu'il y a d'invariant, ce qu'il y a de fondamental. Et donc,
Moi, je pense que justement, la modernité, elle nous a retiré tout ça en considérant que la table rase et que l'avenir devait nous permettre et dans ce travail-là et dans les écrits que ces auteurs ont fait sur Brancusi, c'est d'expliquer que, en effet, il faut avoir peut-être l'immigration. Il a quitté la Roumanie pour arriver à Paris. Il était paysan, il est devenu urbain. Et il a été confronté à ce qu'il avait appris en Roumanie, à ce que les autres se posaient comme question sur l'art à ce moment-là. Et il a été donc l'un des plus importants en s'appuyant sur sa culture ancestrale. Il était berger, quoi, comme ça. Il n'avait pas appris les choses comme on les apprend. Et donc je pense que la période dans laquelle on est aujourd'hui est une période dans laquelle on devrait faire attention à nos sources, revenir aux choses invariantes et fondamentales, et se poser la question, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc voilà, je ne pense pas qu'on soit sur la bonne voie. Je pense que l'art peut nous remettre sur la bonne voie. Faudrait-il encore qu'il soit détaché de la spéculation à laquelle il appartient. Dans tous ces livres qui, j'imagine, sont des livres découverts assez tôt, c'est des livres de formation, Oui. tout cela. Oui. Il y a des livres, qui parlent d'art en deux dimensions, de dessin, de peinture, et puis il y a des livres qui parlent de sculpture, Brancusi, mais aussi Autain ou le livre sur la déformation, etc. Quand on devient architecte, j'imagine que cette question est importante. Je ne sais pas si on peut parler du passage de l'un à l'autre ou comment. J'avais pas compris qu'il pouvait y avoir un passage. Merci de me poser la question. J'avais pas compris qu'il y avait un passage, et j'ai un livre que j'ai mis dans la liste, qui est exposition que je n'ai pas vue, mais dont on m'a ramené le catalogue, qui est une exposition qui a eu lieu au MoMA à New York en 64, qui s'appelle Architecture sans architecte, de Bernard Rudowski. Et donc, voilà, j'avais là aussi, comme pour Steinberg, vu la filiation qu'il peut y avoir avec Rudowski et, mettons, Richard Neutra, qui était un architecte qui quitte voilà, l'Autriche pour aller aux États-Unis et qui rentre dans la modernité tête baissée. Et puis, un Rudowski qui dit, oh là, attention, on est en train de perdre beaucoup de choses. Et il fait 10 ans avant, 1964, il commence à faire un inventaire de ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, et il propose de faire une exposition au MoMA, et le comité de sélection du MoMA refuse, sur pression des architectes américains, qu'on expose une exposition dont le titre serait, enfin qu'on fasse une exposition dont le titre serait Architecture sans architecte. Et donc, à l'époque, je travaillais dans une agence, et la personne voyageait, elle m'a ramené le catalogue. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait la liaison. Je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose. Il y a peut-être dans le faire ou dans le savoir-faire ancestral un moyen de refaire ou de reconstruire sans cesse, mais tout en étant différent parce que le contexte change. Et peut-être que voilà, dans l'architecture romane, qui avait quand même pour objet de construire un lieu qui correspondait à une pensée communautaire, et on a construit des églises et des églises et des églises, elles peuvent apparemment être différentes, elles sont identiques, elles sont toutes différentes, elles sont toutes justement une dimension archaïque, on pourrait dire, ancestrale, qui renverrait presque même à des constructions qui remontent au-delà de toute la période classique, de la Grèce et autres, qui remonteraient presque aux primitifs, quoi. Et donc, je me suis dit à un moment donné, mais et si je ne faisais que ça? Donc c'est ce jour-là où je fais un vœu, en fait, compte, de dire, je ne construirai pas. Je ne ferai que réparer des constructions existantes. Je ne construirai pas. C'est à l'occasion de la prise de connaissance de cette expo à travers ce catalogue. C'est-à-dire que c'est même pas l'exposition elle-même. Non, alors je l'ai amené parce que, en effet, c'est pas grand-chose, mais on peut voir comme ça qu'un livre, voyez, un livre qui n'est pas plus important que celui-là, quoi, voilà, parce qu'aujourd'hui, on vend toujours des catalogues d'exposition qui valent 49 € et qui font 500 pages. Quand on les lit, on a mal au thorax parce que puis là, on ne sait pas où se regarder et tout. Par contre, on le pose sur la table basse et on ne le regarde jamais, quoi. Donc ça, c'est en fait compte un livre, un petit catalogue dont je ne me séparerai jamais
parce qu'il est épuisé, et donc je le prête, mais je n'en sépare pas. Et alors, si vous regardez à l'intérieur, eh ben, il n'est fait que de photos. Il n'y a aucun texte, on peut dire théorique. C'est juste de replacer ces constructions là où elles sont, c'est-à-dire de les remettre géographiquement là où elles sont. Et donc, vous apercevez qu'il y a des maisons qui sont antisismiques, des maisons qui sont pour pouvoir supporter des crues, des tremblements de terre, pardon, ou je sais pas quoi, des volcans et autres. Et vous apercevez que donc, on va dire que tout est là, quoi, voilà. Et donc c'est un livre magnifique et moi je peux le feuilleter, mais même pour me distraire, je peux rentrer et puis me dire tiens je vais le regarder encore une fois, quoi. Voilà, c'est comme manger, on remange tous les jours. Patrick Bouchin, on va terminer avec le dernier livre de la liste, qui est aussi le plus ancien. Antigone. C'est Antigone de Sophocle. Alors lui en effet, il a presque mon âge, hein. En fait, un petit hâtier, quoi. Et voilà, quand vous êtes à l'école, bon bah vous faites les classiques et tout, voilà. Des fois c'est chiant, pour dire comme ça. Et j'ai eu pareil, comme quoi des fois dans la vie c'est pas beaucoup. C'est un livre, une personne, un moment, et c'est ça qui vous fait votre vie, quoi. C'est pour ça que faire très attention à l'école. On peut avoir du retard. Il ne faut pas redoubler, mais on peut avoir du retard. On peut ne pas être le premier dans tout. On peut être peut-être le meilleur dans une matière. Voilà, et peut-être que l'excellence d'une matière vous ouvrira par la suite les autres matières. Je donnais comme règle, quand j'enseignais et que j'ai fait l'école de création industrielle, de dire je prends tous les élèves, d'abord jeunes, arrêtons de tout le temps prépa, le bac, qui sont devenus mauvais à partir de la troisième. Alors on me demandait toujours pourquoi. Je demandais les bulletins, parce que je pense qu'un enfant qui, en troisième, commence à être mauvais dans certaines matières et excellent dans une, c'est qu'il a déjà un centre d'intérêt. En mathématiques, en philosophie, en histoire et tout. Et donc, je me suis rendu compte que c'était les meilleurs critères. Voilà, parce que c'est de prendre une très grande diversité, aussi bien sciences et voire même sport. Un jour, j'ai tenté de prendre très bon en sport, voilà, de considérer que peut-être voilà, peut-être que l'échec chez un sportif, c'est la chose qu'on apprend en premier. On ne peut pas être tous premiers, on ne peut pas toujours être tous bons, et en vieillissant, on devient moins bon. Donc j'avais pris un... Alors ce livre, Antigone, bah, je l'ai lu, je suis allé au théâtre, je l'ai vu, j'avais pas compris. Et puis, quand même, certaines fois, je me suis posé la question, parce qu'on me disait, ce que tu fais, euh, euh, c'est de la désobéissance. Je n'aimais pas trop ce terme, parce que je ne considérais pas que je désobéissais, je voulais faire autrement. On me disait, c'est illégal, et ainsi de suite. Et puis, voilà, certaines personnes me disaient, mais est-ce que tu as vraiment bien lu Antigone, quoi? Donc, c'est un livre que je relis très souvent. Et au moment, en effet, où voilà, c'est presque la situation qu'on vit aujourd'hui, quoi. C'est quelqu'un, tout paraît bien, il meurt, il a deux héritiers, les deux héritiers se tapent sur la gueule, quoi. En gros, hein, il y en a un qui est considéré par ce qu'il fait qu'il est traître, hein, donc il s'entretue, donc on ne veut pas l'inhumer, l'oncle, hein, après la mère, hein, tout part en couille, comme on dit. Voilà, et à un moment donné, tout s'effondre, tout le système s'effondre par le simple fait que deux personnes s'opposent, et en s'opposant, l'un est considéré comme traître et pas l'autre, et que quelqu'un, dans tout ça, où plus rien n'est compréhensible, quelqu'un lève la main et dit, mais il y a quelque chose de fondamental. Et ce fondamental, c'est Antigone, qui dit, ben moi, je ne respecterai rien de ce qui a été dicté, même si c'est par le roi, il y a quelque chose de sacré dans la vie, et je ne transigerai pas. Voilà. Et donc on le voit bien dans des situations invraisemblables, c'est des fois un qui, relevant, retourne la situation. Donc pour moi, c'est un très grand livre. Donc je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi
on ne le lit pas, je sais pas, des fois même, vous voyez, j'avais même fait un marque-page et tout. Il y a 2 mots, 2 phrases, 2 répliques. Et vous pouvez retourner au théâtre et monter, mis en scène et interpréter dans la cour d'honneur ou dans un petit théâtre, je sais pas quoi, même un théâtre d'amateurs. Il y a à chaque fois une interprétation qui aide à comprendre quelle est cette voix intérieure que l'on a en nous et que malheureusement on n'utilise pas assez. Merci beaucoup, Patrick Bouchain. Merci à vous de votre attention.